Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. L'invasion russe de l'Ukraine a tout d'une divine surprise pour les pays producteurs de gaz et de pétrole. L'Algérie peut trouver dans l'envolée des prix énergétiques de quoi renflouer son économie. Les observateurs s'accordent à situer le plus grand échec de l'Algérie de ces 20 dernières années dans son incapacité à s'affranchir de sa dépendance chronique aux hydrocarbures et d'avoir même mis en péril ce secteur vital qui a connu un désinvestissement tirant fatalement la production vers le bas. S'il y avait une vision et une gestion qui mettaient en premier lieu l'intérêt suprême de notre pays, au moins dans le secteur énergétique, l'Algérie serait aujourd'hui en position de tirer davantage position de tirer davantage de dividendes de la conjoncture en livrant, par exemple, les quantités supplémentaires de gaz que réclame l'Europe. Et là s'impose une question majeure. Était-il sage et dans l'intérêt de notre pays à rompre la relation diplomatique avec le Maroc et la décision d'Alger de ne pas reconduire le contrat du gazoduc Maghreb-Europe, ce qu'ils appelaient GME, desservant l'Espagne via le Maroc. Si l'agriculture avait été développée, le pays n'en serait pas à calculer ses pertes et profits à cause de la flambée concomitante à celle du pétrole des produits alimentaires de base qu'elle importe toujours en quantité. Malgré les déclarations de M. Tebboune qui avançait un chiffre de 25 milliards de dollars d'exportation dans le domaine de l'agriculture. Bienvenue dans le monde du récit et de la réalité, ou tout simplement bienvenue dans le monde de la nouvelle Algérie. Notre pays est appelé à mener des réformes structurelles, améliorer son climat des affaires, attirer des investissements et bâtir une véritable économie diversifiée et créatrice de richesses. Mais seulement à une condition, et une seule condition, c'est de mettre fin à un système qui a tout fait pour brider notre pays et gaspiller ses richesses humaines et naturelles. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation dramatique sur tous les plans. La machine économique est complètement grippée, avec de nombreux secteurs employeurs qui sont quasiment à l'arrêt. On assiste de plus en plus à une cascade de faillites d'entreprises et nombreux sont les Algériens sans aucun revenu. Le pays est quasiment paralysé et le pouvoir d'achat des ménages est en train de s'effondrer. La perspective d'une issue démocratique est maintenant d'une urgence absolue pour engager rapidement une transition politique et s'occuper sérieusement de l'économie avant le crash. M. Tebboune a limogé le ministre des Transports au motif de fautes graves dans l'exercice de ses fonctions sans que le peuple soit mis au courant des raisons qui ont motivé son éviction. Par ses attitudes qui révèlent du mépris, M. Tebboune et consorts indiquent toute la condescendance qu'il s'affiche ouvertement vers le peuple. Il est à signaler aussi que M. Tebboune a relevé de ses fonctions M. Ayman Ben Abdelrahman en lui ôtant le poste de ministre des Finances pour l'attribuer à un revenant en la personne de M. Abdelrahman Rawaya. Il ne s'agit pas simplement de limoger le ministre des Transports, c'est tous les gouvernements, ministres régaliens, compris qu'il faudrait démissionner. En effet, un chef de gouvernement fantomatique aux abonnés absents, tout comme l'ensemble des ministres inopérants, voire défaillants.
un ministre du Commerce incapable de gérer la crise de l'huile, du lait, un ministre de la Santé responsable du décès de plusieurs milliers de personnes suite à la pénurie d'oxygène durant la phase aiguë de la Covid-19, un ministre de l'Intérieur responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes lors des incendies de Kabylie pour n'avoir pas mis en temps et en heure les matériels aériens et terrestres afin de protéger les concitoyens de cette région et éviter le bilan ne soit aussi lourd. Le bilan de cette gouvernance antidémocratique imposée, et il ne faut pas l'oublier, par le commandement militaire, a montré aujourd'hui toutes ses limites. Plus grave encore, sa persistance va mettre le pays tout entier en danger. Il est urgent que le pouvoir en place fasse une pause, une espèce d'aggiornamento, mesurer l'acuité de la crise politique et ouvrir des canaux de communication à l'opposition et à la société civile. Ce qui rend cette option parmi tant d'autres nécessaire et urgente, c'est que le pouvoir installé n'a aucune légitimité populaire, ni vision, ni projet pour le pays. Une embellie financière s'annonce, elle ne s'annonce pas par les performances de notre économie, mais exclusivement par l'augmentation des prix de l'énergie fossile, gaz et pétrole. Cette manne supplémentaire due à la crise ne doit pas servir à enrichir la nouvelle oligarchie militaire et civile qui commence à prendre place et qui est en train de supplanter l'ancienne. Plus que jamais, le pays donne l'impression d'être divisé en deux sentiers. D'un côté, d'une société jeune plurielle avec ses spécificités et ses contradictions, ses espoirs et ses douleurs qui désenchantent vis-à-vis d'une révolution qu'elle a portée. De l'autre, un système autoritaire adoptant des pratiques répressives et paternalistes, un État affaibli aux moyens humains, politiques et financiers en déclin et des réseaux informels et compradors qui gravitent autour de la gestion d'une rente. Or, la situation générale du pays commande l'instauration d'un nouveau paradigme politique entre gouvernants et gouvernés, loin du rapport arbitraire qui ordonne les relations actuelles. 60 ans après l'indépendance, l'Algérie doit sortir de cette impasse. Un véritable compromis politique est nécessaire, mais cela a un prix, celui de l'exercice de toutes les libertés et de l'institutionnalisation d'une vie politique et démocratique. Seul le hirak populaire peut guider l'Algérie vers un tel sentier. Dans leur quête de liberté, de justice et de dignité, les peuples n'échouent pas, ils avancent vers des lieux rêvés et peuvent se perdre chemin faisant dans les dédales de lieux méconnus avant de retrouver leur chemin. Du sentier du désespoir à celui du réengagement, il n'y a qu'un pas, celui de la conviction et de la persévérance. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاعد طير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك
toxique. تتنحو كاع avec une révolution pacifique. خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان. طال الحال شاب زوالي متخمام، غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام. يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال، وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام. شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين، بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين، نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين. ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين، باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين. حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللمرمى رانا راجعين. حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللمرمى رانا راجعين. توكسيك توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك. توكسيك توكسيك راها توكسيك، اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في برمة العياش. شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. Algérie, la déliquescence du régime et l'incompétence qu'on fait politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais juste demander des excuses par rapport à la petite coupure dans l'intro. On est live, donc c'est les aléas du direct et des fois, c'est des choses qui arrivent, on doit les gérer. On a avec nous, donc, comme invité dans cette émission, Rachid Nekez, Mouvement de la jeunesse et pour le changement, donc, qui est président du parti Mouvement de la jeunesse et changement, qui est avec nous depuis Alger via Skype. On aura aussi Jamal Gessoum, président de l'Institut de formation, l'Institut national de formation et de médiation, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Gessoum, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oh, je pense qu'il y a un petit problème de son. On aura aussi de Paris Monsieur Mohamed Ben Issa, militant politique. Il est avec nous via Skype aussi. C'est Mohamed marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser Marhababik, merci à l'équipe, de toute l'équipe de Magharibia pour cette invitation et pour le travail que vous faites. Yatik Saha, c'est Mohamed. On aura aussi professeur Mahmoud Senhaji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, observateur politique. Il est avec nous depuis Strasbourg, je pense, par téléphone. Professeur Mahmoud Senhaji, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir, merci Nasser Joudi et bonsoir à tous les invités et les téléspectateurs. C'est un grand plaisir d'être avec vous, surtout pour cette émission. Yatik Saha, professeur, merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Ben Issa, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Ben Issa, on est en train de constater donc ces dernières semaines que les prix des hydrocarbures ont flambé, le prix du pétrole, le prix du gaz. Mais est-ce que la question qui se pose, est-ce que l'Algérie va tirer profit de ces prix? Et est-ce qu'il y aura un impact positif par rapport aux citoyens algériens, sachant que la situation sociale est très difficile, les prix des premières
les premiers produits de nécessité ils ont flambé aussi de l'autre côté. La situation du stockage du blé, le ministre a parlé, il a dit qu'on a 6 mois devant nous par rapport donc au stockage du blé, sachant que le prix a presque doublé, le prix du blé par rapport au prix de mois de décembre. Comment vous voyez cette situation, Mohamed Ben Aïssa? Je dirais pour commencer que ce qui disait Einstein, la phrase célèbre que les mêmes causes vont produire les mêmes résultats, est-ce que, moi je poserais la question pour répondre un peu à votre question, Nasser, est-ce que quelque chose a changé en Algérie depuis dire la dernière épisode où on a connu une flambée des prix? Je pense que c'était à l'époque de l'ancien président déchu, Bouteflika, c'était entre 2007, 2008 jusqu'à 2014. Est-ce que quelque chose a changé dans la gouvernance et dans la gestion des affaires publiques en Algérie? La réponse est certainement non, rien n'a été changé. Toujours le même système politique, toujours la même vision économique, toujours un État centralisé, Alger décide dans tout, toujours, même en termes politiques, on est toujours dans une lutte à l'intérieur du régime, aucune transparence, aucune culture du management public. En Algérie, on est en train encore de gérer avec l'à peu près, en fait. On peut rappeler les dernières mesures qui ont été décidées et qui ont été annulées rapidement. Donc la dernière taxe sur certains produits, le Parlement vote une taxe dans la loi de finances. Quelques jours après, Tebboune annule cette taxe d'une manière individuelle, sans respecter les institutions, sans respecter la légitimité, au moins entre guillemets, du Parlement. Donc on est dans cette configuration. Faut pas oublier le contexte politique et social. On vit toujours dans le contexte du Hirak un grand mouvement politique et populaire qui voulait et qui veut toujours instaurer une légitimité politique, un État de droit basé sur la légitimité, sur la souveraineté populaire. On peut pas en fait ne pas voir la situation catastrophique des droits de l'homme actuellement, des présidents de partis politiques en prison, la presse muselée. Donc, comment vous voulez, dans ce contexte qui n'a pas changé, qui a même s'est aggravé ces dernières années après le Hirak, après le coup de force de l'institution militaire en imposant Tebboune et cette fuite vers l'avant. Donc la situation politique et économique s'est aggravée. Donc je ne pense pas que l'Algérie va profiter de cette manne pétrolière qui arrive là, avec l'augmentation du prix de pétrole, sachant qu'on est dans une crise mondiale. On n'est plus à l'époque de Bouteflika où les prix ont augmenté et face à ça, on n'était pas vraiment dans une crise économique mondiale. Le prix du blé était plus ou moins raisonnable. Là, actuellement, beaucoup de choses augmentent en même temps. Mohamed Ben Aïssa, très rapidement sur cette question parce qu'on a demandé à l'Algérie d'augmenter un peu sa production par rapport au gaz et d'essayer de remplacer un peu le déficit qu'il y a par rapport au gaz russe. Mais malheureusement, si on revient un peu sur les décisions qui ont été prises ces derniers mois, et parmi ces décisions, bien sûr, c'est de rompre la relation diplomatique avec le Maroc et d'arrêter donc ce gazoduc Maghreb-Europe, ce qu'ils appellent le GME, desservant l'Espagne via le Maroc. Est-ce que vous pensez que c'était sage d'en arriver donc à cette décision, sachant que les intérêts du pays, quand on le voit dans cette situation, étaient de préserver ce gazoduc?
Moi, je pense même sans la crise et la crise qu'on a entre l'Ukraine et la guerre russo-ukraine, l'Algérie n'avait pas normalement, dans un concept plus ou moins économique, d'intérêt stratégique pour l'Algérie, à couper ce gaz-là, à couper ce pipeline. Pourquoi? Parce que même avec ce qu'elle a, le nouveau gazoduc, elle arrive jamais. On a vu les ministres espagnols s'inquiéter les premiers mois de cette année de 2022 sur la capacité de l'Algérie de fournir la même capacité. Je pense que c'était une erreur stratégique et d'autant plus dans ce contexte-là où tous les pays européens se retournent actuellement vers l'Algérie, qui est le quatrième fournisseur de l'Europe et qui est très bien classé au niveau mondial en termes de production de gaz. L'Algérie, vu la situation de ses infrastructures, même Tebboune et son gouvernement ont annoncé qu'ils vont investir 40 milliards de dollars. Parce que ces dernières années, tout au long de ces 10 années, les 2 derniers mandats de Bouteflika, il y avait un abandon généralisé dans l'infrastructure et l'Algérie n'arrivait même pas à remplir son quota qui était de 1 million. Si on parle du pétrole, de 1 million vers 200 000 barils par jour, l'Algérie n'arrivait même pas à satisfaire cette production. Pourquoi? Parce qu'il y avait un désintéressement, il y avait vraiment une déliquescence généralisée du système. On est toujours dans un système mafieux où on pompait l'argent et on s'en fichait complètement des infrastructures et de l'économie. L'Algérie maintenant ne pourrait pas remplir et profiter de cette crise et le pipeline qui part de l'Algérie en passant par le Maroc, c'était une erreur de l'arrêter, de le stopper. C'est un coup et rappelons-le, ça a été normalement des sujets si importants comme celui-là devaient être discutés et dans un parlement, avec la classe politique. C'est pas une décision qui vient juste de là-haut du Conseil de la Défense qui décide de la sorte. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Ben Issa. Je vais donner la parole à Djemal Gessoum. Je pense qu'on a été rejoint par Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Rachid. عليكم أزو الفلاك سينا سرجودي et شكرا على استضافتكم et je salue l'ensemble des intervenants de cette édition. Merci Rachid Nekaz. Merci, restez avec nous. Djemal Gessoum, on a donc appris le limogeage du ministre du Transport, Issa Bekay, et bien sûr la raison a été pour une faute grave. On ne sait pas c'est quoi cette faute, pourquoi elle est grave, donc on n'a rien fait, on n'a rien dit par rapport à cette faute. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans les mêmes pratiques, surtout qu'on avait entendu ces derniers mois, ces dernières années, de la nouvelle Algérie, des nouvelles pratiques, alors qu'on est en train de constater, comme l'a dit Mohamed Ben Issa, la déliquescence de l'État, l'incompétence, mais aussi la médiocrité qu'on est en train de constater chaque jour. Alors, vous savez, nous sommes très souvent dans ce que l'on appelle des injonctions paradoxales. Et en l'occurrence, c'est de dire que, par exemple, et vous l'avez très bien dit, Sénat, dans votre introduction, qu'ils sont tous illégitimes, mais quand il y en a un qui est limogé pour faute grave, effectivement, sans forcément donner la raison, on s'étonne de ce fait. S'il a été limogé, on l'attendra. La politique, c'est la patience de savoir pourquoi est-ce qu'il a été limogé. Et ce que j'aimerais dire par rapport à cela, il y a un problème beaucoup plus vaste, et je pense que vous l'avez introduit dans votre introduction, c'est le problème lié à la gouvernance de manière générale. Vous avez dressé un tableau assez noir, d'ailleurs, qui n'est pas si faux que cela, sur la santé et l'ensemble des ministères concernés. De ce point de vue, j'ai envie de dire que ne soyons pas dans l'injonction paradoxale. Lorsque nous voyons des incompétents, et nous allons peut-être en parler, et notamment en ce qui concerne cette fameuse conférence, non pas de presse, mais à l'Assemblée nationale du directeur général d'Algérie, cela me fait sortir de mes gonds. Donc, ces pratiques tribales, moi j'en ai fait quelque peu une analyse. Comment fonctionnent les institutions algériennes de manière générale pour en arriver à une telle déliquescence, et déliquescence est votre mot.
Et moi, j'en suis arrivé à une conclusion qui est affligeante, qui est vraiment décourageante, c'est celle d'un fonctionnement de type tribal, sans avoir de standards internationaux. Nous sommes entre nous, nous voyons notamment des personnes qui font pratiquement une fête nationale pour inaugurer une douche. Nous en sommes arrivés là, malheureusement. Et moi, je suis très découragé par tout cela, par tout ce que l'on peut voir en Algérie, sur la question de la gouvernance, sur la question de la manière de faire de la politique. Moi, je suis complètement affligé. À côté de cela, nous n'allons pas non plus cacher ce qui peut être bien. Je vais me permettre de faire une lecture transversale de l'ensemble. Et qui est responsable, Jamal Gessoum? Désolé de vous avoir coupé la parole. Qui est responsable de cette gestion? Parce que plusieurs fois, vous faisiez partie de mes hôtes, de mes invités. Vous avez défendu, bien sûr, la Nouvelle Algérie, le projet de la Nouvelle Algérie, le projet des nouvelles pratiques. Tebboune, bien sûr, a mis en évidence ça. Je pense que vous avez défendu dans plusieurs émissions ce projet. Qui est responsable donc de cette situation? Écoutez, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de binaire. En l'occurrence, je ne vois pas que d'un seul côté. Quand le président de la République fait quelque chose de bien, je le dis. Et quant à la question de la responsabilité, puisque c'est votre question, je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre plateau, le premier responsable de la mauvaise gouvernance pour avoir mis des incompétents, des professionnels de l'innocuité de l'intelligence, c'est le président de la République. Je suis désolé de le dire, en tout cas pour celles et ceux qui pensent que je serais binaire et donc je ne ferais que défendre un côté malgré la raison qui m'appelle. Non, il y a la plupart des personnes qui gouvernent les institutions les plus importantes, telles que Air Algérie, et le président de la République, le ministre des Transports, n'a même pas de légitimité par rapport au directeur général d'Air Algérie. Seul le président de la République. Et en l'occurrence, cela me permet de dire que ce que les Algériens de France, et en l'occurrence, je suis né et j'ai toujours vécu en France, sur la question des transports vers l'Algérie, le président Abdelmajid Tebboune est responsable de nommer et de maintenir des incapables. Sur cette question-là, je n'ai absolument aucun doute sur mon malencontreux diagnostic. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. Rachid Nekaz, je reviens à vous. Sur cette question d'incompétence et aussi de la situation qui s'aggrave dans notre pays, pas seulement au niveau social, mais au niveau politique, mais aussi par rapport aux droits de l'homme. On parle de plus de 300 détenus qui sont en prison, des détenus qu'on appelle politiques ou d'opinion. Quel est votre constat de la situation, Rachid Nekaz? Merci pour encore une fois, c'est votre invitation pour discuter à nouveau et du présent de l'avenir de l'Algérie. Vous savez, je me bats en Algérie depuis juin 2013. J'ai vu avec des millions d'Algériens la situation se dégrader. C'est la raison pour laquelle j'ai, à mon niveau, pris mes responsabilités en essayant d'être candidat à 2 reprises, en 2014, puis en 2019, justement, en luttant contre la corruption, en luttant contre l'incompétence, en luttant contre l'absence d'éthique politique, d'éthique économique, d'éthique sociale en Algérie. Il y a une double incompétence en Algérie. Il y a une double illégitimité en Algérie. Il y a à la fois l'incompétence du régime algérien, qui n'est plus à prouver, mais il y a aussi l'incompétence de l'opposition, qui est incapable de présenter un projet alternatif. Quand on voit que le régime actuel décide, sans aucune réflexion sur le long terme, de ne pas profiter de 50% des exportations de gaz. Vous savez que l'Algérie, en fermant le gazoduc Maghreb-Europe, a sacrifié 10 à 13 milliards de mètres cubes de gaz. Ça représente, avec les nouveaux cours, autour de 20 milliards de dollars. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 catégories de contrats. Il y a les contrats long terme de gaz, donc où les prix sont fixés sur 10, 15, 20 ans, mais il y a les contrats donc à très court terme. Et en l'occurrence, c'est de cela dont il s'agit, parce que depuis que
la Russie pose un problème en termes de fournisseur de gaz à l'Europe, nous pouvons vendre le gaz 6 fois plus cher qu'il y a un an. Donc, calculer 10 à 13 milliards de mètres cubes de gaz fois 6, ça fait au bas mot 20 milliards de dollars, ce qui représente une année complète où le peuple algérien n'a pas besoin ni de travailler, ni d'acheter son pain, ni de remplir son frigo, ni de soigner ses enfants donc dans des cliniques privées. C'est-à-dire que c'est 20 ans, c'est une année entière sans rien dépenser. Donc nous sommes dans une absurdité totale en Algérie. Mais pour que les choses changent, il faut un projet alternatif. Et là, l'opposition aussi est incompétente pour formuler ce projet alternatif. Très bien. C'est Rachid. On va essayer de traiter de cette question, des perspectives du projet d'alternative, et chacun donnera son avis. Mais d'après vous, est-ce que vous pensez que les flambées de prix des hydrocarbures qu'on a vues ces dernières semaines, dues bien sûr à la crise en Ukraine, vont être d'un impact positif sur la vie des Algériens? Alors, permettez-moi de répondre en 2 temps. Le régime algérien a gagné beaucoup d'argent depuis 1 an. Non seulement avec l'augmentation du prix du pétrole, mais maintenant avec l'augmentation énorme du prix du gaz pour les contrats à très court terme. Donc le régime est très riche. Il faut savoir que quand l'Algérie, la Sonatrach, vend du gaz et du pétrole, l'argent ne vient pas en Algérie. L'argent reste en Suisse, en Belgique, en France, aux États-Unis. L'Algérie ne rapatrie qu'une très faible partie du magot du gaz et du pétrole. Et pourquoi le régime algérien ne rapatrie pas la totalité? Pour une raison très simple, c'est qu'il a en face de lui au minimum 40 millions d'Algériens qui sont contre lui. Donc le régime a peur. Et c'est la raison pour laquelle le prix de la patate est toujours élevé, entre 100 et 150 dinars. Il y a des chaînes phénoménales, des queues phénoménales pour les sachets de lait. C'est très difficile de trouver de l'huile, etc., etc. Parce que le régime a peur du peuple. Donc si on ne rétablit pas le lien de confiance entre le peuple et le régime, la situation économique et sociale du peuple algérien ne va pas s'améliorer, quand bien même le prix du pétrole est à 300 $. Donc ça, c'est une donnée très importante. D'où la nécessité, dans un délai extrêmement rapide, de tous se mettre autour d'une table et trouver une solution politique pour partager le pouvoir. J'avais proposé, en sortant de prison en mars 2021, qu'il y ait un gouvernement de transition avec à sa tête des femmes et des hommes de loi qui partageraient le pouvoir avec le président Tebboune qui finirait son mandat en 2024. Malheureusement, le Hirak, dans l'ivresse des vendredis après-midi, n'a pas voulu entendre la voix de la raison. Et le résultat des courses, c'est que la situation économique et sociale s'est empirée en Algérie, la crise de légitimité s'est accrue et nous sommes devant l'inconnu. Mais il y a la question qui se pose, Rachid Nekaz, vous incombez la responsabilité au Hirak, et là, peut-être, je vais avoir d'autres avis, parce qu'il y a peut-être que Mohamed Ben Issa dira autre chose, ou professeur Mahmoud Senhaji. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Je vais donner la parole à professeur Mahmoud Senhaji. Merci encore une fois, professeur, d'avoir accepté l'invitation. Comment vous voyez les choses en Algérie, professeur Mahmoud Senhaji, surtout qu'on est en train de constater une situation qu'on peut dire qui est chrysogène à tous les niveaux, surtout sur le plan social et politique, bien sûr, et économique. Oui. Quel est votre constat, quelle est votre lecture de la situation actuelle, professeur? Ma lecture de la situation actuelle en Algérie, pour moi, la période est comparable à celle de l'été 62. On n'est pas encore sorti de 62 lorsqu'il s'agit d'analyser la situation politique en Algérie. Pourquoi? Parce que le problème politique posé en 62, c'était la construction de l'État national.
Et ce problème reste posé maintenant. Et qu'est-ce qu'on découvre en 2022? Au lieu d'avoir un État, nous avons des pouvoirs. Et le pire, c'est que dans ces pouvoirs, le pouvoir réel est un pouvoir invisible. Nous sommes le seul peuple incapable de définir où se situe le centre de décision lorsqu'il s'agit de parler de l'Algérie. On n'a pas d'État en Algérie. On n'a que des pouvoirs. Et le pire, c'est que le pouvoir réel est un pouvoir invisible. Et ce pouvoir invisible, comment il a été défini par les Algériens? Un pouvoir mafieux, criminel, sans oublier déjà, en 2000, lorsque le mot a été bien sorti, pouvoir assassin. Et en plus, c'est un pouvoir prédateur, Klitul Bled Yasserraqin en 2019. Donc, on est toujours dans une situation où tout bouge en Algérie. Ce n'est pas uniquement à partir de 2019. Depuis 1963, tout bouge. Mais rien ne change. C'est ça le drame. Rien ne change en profondeur et nous sommes toujours devant ce que tous les observateurs appellent maintenant l'impasse politique. Donc le problème reste un problème politique. Et face à cette impasse politique, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la contestation sociale n'a jamais cessé depuis 1962. Dans les années 70, on avait une contestation partisane, parce qu'elle était de gauche. Et beaucoup ne se rappellent pas qu'en 1973, Mohamed Harbi et Hossein Zahouane, ils ont fait l'appel de Rome en 1973. En 1990, elle était islamiste partisane. Mais à partir de 2019, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, où la contestation sociale, elle est généralisée. Et elle touche toutes les catégories sociales. Et le plus beau, c'est qu'elle était démocratique et pacifique. Et face à ça, nous avons un pouvoir qui, il fait, et je dis le mot, il fait la guerre contre la société. Parce que lorsqu'on a une contestation sociale globale, et le pouvoir se referme, il verrouille tout, et il continue à rester dans son aveuglement et créer une forme d'impasse. Donc c'est un pouvoir qui, il ne gouverne pas. Il est dominateur et il fait la guerre à la société. Et c'est pour cette raison que lorsque le 5 juillet, le peuple algérien, il a dit le gros mot, le peuple veut l'indépendance. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'un peuple dit qu'il veut l'indépendance? Il affirme sous le concept de vouloir l'indépendance que nous sommes un peuple occupé. L'Algérie n'est pas gouvernée, mais elle est occupée. Et l'occupation, elle a commencé depuis 1962. Moi, pour moi, par exemple, la première indépendance, en 1927, lorsqu'il y a eu le grand congrès en Belgique, c'était l'acte fondateur de la naissance du nationalisme algérien. Lorsque l'étoile nord-africaine, avec son leader, ils ont utilisé le mot l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'était la première indépendance contre le premier colonialisme. Nous avons vécu à partir de 1962 une nouvelle colonisation. Attends, une minute. Pour moi, l'acte fondateur de la deuxième résistance contre cette nouvelle colonisation, je la résume par la phrase d'Aït Ahmed: les troupes de Boumediene agissent comme une force d'occupation. Le mot occupation a été utilisé en 1963. Il a fallu presque 60 ans pour que les Algériens découvrent finalement la véritable nature de ce pouvoir. Eh bien, c'est une force d'occupation une nouvelle fois. C'est professeur Mahmoud Senhadji. Peut-être qu'il y a des critiques vis-à-vis de votre constat qui vous diront vous êtes en train de dresser un bilan noir de la situation en Algérie. Professeur, je vais vous laisser la parole. Laissez-moi juste terminer ma question. Je vais vous laisser la parole. Vous êtes en train de dresser un bilan noir de la situation. Tebboune a été élu par un pourcentage, mais il a été élu par le peuple, c'est ce qu'il nous dit. Aussi un gouvernement installé par le président. Il y a eu donc l'élection législative, si on peut dire, donc du parlementaire.
et aussi de la nouvelle constitution. Donc, pourquoi parler de l'occupation? Pourquoi vous êtes en train de dire que ce régime était légitime? Tfadal, professeur. Devant chaque crise, ce régime se renouvelle en essayant de renouveler aussi le clientélisme politique. Comment admettre que Tebboune est un président? Moi, par exemple, de mon point de vue, je ne peux jamais commenter ni ce ministre ni l'autre ministre. Les commenter, c'est reconnaître leur existence. Pour moi, ce pouvoir n'a ni légitimité politique. Et cette défaillance de légitimité politique, elle n'est pas en 2019, elle est dans la source de la naissance du pouvoir algérien. C'est pour cette raison que ce pouvoir ne fait que détériorer, débarber la société parce qu'il a un péché originel qui est l'absence de légitimité. Quand avons-nous eu un véritable président légitime? Quand le peuple a-t-il exercé sa véritable souveraineté? Nous sommes le seul peuple qui n'a jamais élu son président. Et nous sommes le peuple qui ne s'est jamais reconnu dans le personnel politique. Tebboune n'est ni légitime, ni il a été élu. Très bien. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut, si on analyse la réalité politique en Algérie comme étant une force d'occupation, parce que lorsque le peuple dit « nous voulons l'indépendance », c'est-à-dire que le voile est tombé. Moi, par exemple, j'ai vécu 40 ans en essayant de définir ce pouvoir algérien. Je n'ai jamais pu lui ajouter un qualifiant, et maintenant on est face réellement à la véritable définition de ce pouvoir. Il agit comme une force d'occupation. Comment expliquer un peuple avec toutes ses richesses? Nous sommes le seul peuple dans notre jeunesse. Au lieu de trouver une solution dans son propre pays, elle est prête à mourir en mer. Chaque jeune algérien. Et on a une vidéo, donc, professeur, d'un jeune enfant qui a Harraga. On va le faire passer donc cette vidéo. Elle n'est pas prête pour l'instant, mais on va faire passer la vidéo d'un petit jeune enfant, Harraga, qui a été trouvé dans un avion, qui faisait le parcours de Constantine à Paris. Je vais revenir à vous, rester avec nous, professeur Mahmoud Senhadji. Mohamed Ben Issa, si on revient un peu sur ce limogeage du ministre du Transport, Issa Bekkay, bien sûr, on nous avance une faute grave. Selon donc, le président de la République, il met fin aux fonctions de ce ministre. Mais avant de vous donner la parole, on va essayer d'écouter bien sûr le PDG d'Air Algérie dans un entretien avec des députés. Et là, beaucoup d'Algériens se sont posé la question, est-ce que c'est cela la nouvelle Algérie? Est-ce que vraiment l'incompétence est le mode d'emploi, de fonctionnement de ce régime? On écoute le PDG de Air Algérie. الناس يقول لك جي لو باري كازابلانكا 30 اورو ياك يقولوها 30 اورو سي اون بلاص في الطياره سي با 250 بلاص مين تمشي تشري يقول لك تباعت Si, c'est comme ça. C'est le yield management, il est fait comme ça. C'est un système, c'est un logique. صح غير قول لي حاجه. Est-ce qu'on نجيب انا ايربيس نباري الجي 30 اورو par passager? C'est possible. على بالك شحال نخلص لا طاكس؟ شحال لا طاكس d'aéroport à Paris? Globalement, donc on paye environ 18 000 dinars. De taxes. Par avion. Taxe par passager. 18 000. Alors, ça c'est. Il y a la taxe il y a la redevance de passager. Il y a la taxe de sûreté. Il y a la redevance تاع الجزائر. La traversée تاع l'aéroport d'Alger. هذاك الباساج اللي تفوت في l'aéroport d'Alger. هذاك انا جون كاس في لو بيي شحال 1300 جو 1300 دينار que je reverse à l'aéroport. هذاك le passage il n'est pas gratuit. Le passage à Paris, la même chose. Il est reversé à l'aéroport de Paris. La redevance de sûreté, هذاك من تفوت يكونترولي ويفتشوك. هذيك الشركة اللي تفتشك. هذيك خالصة من البي نتاعك. 20 euros par passager. لا ما قلت والو، كاين 1000 بروبليم.
ما كانش ان بروبليم برك. Donc le PDG d'Air Algérie est en train de justifier la cherté des billets. Mohamed Ben Issa, quand on voit ce genre de show, entre guillemets, si on peut l'appeler, entretien avec ce PDG, le PDG lui-même ne connaît pas les chiffres qu'il avance, qui n'est pas au courant donc des taxes ou ce qui se pratique donc dans son secteur. Comment peut-on juger ce genre de personnes ou de gestion, si on peut dire? Tous les Algériens, en fait, sans exception, savent que ces personnes sont des mafieux, hein, pour utiliser des termes que le peuple a utilisés. Que cette personne-là, c'est lui qui signe le recrutement, c'est lui qui signe que le président, certes, c'est un PDG d'une entreprise aussi importante, c'est lui qui passe tous les dossiers, toutes les affaires de corruption passent sous ses mains. C'est-à-dire les pièces de rechange qui sont jetées dans les aéroports et dans les dépôts, les recrutements, le projet en lui-même économique de Air Algérie. Quand il parle de je ne vais pas faire voler un avion avec 30 €, alors pourquoi vous le faites voler vide alors? Parce qu'on a tous des photos, vous pouvez rentrer sur les réseaux sociaux, vous allez voir des avions qui rentrent vides de Paris ou même ailleurs. Et on a vu même dans d'autres passages où un parlementaire lui dit qu'on payait de l'argent pour... Et nous, on est témoins. On le sait à Paris ici, que les gens payaient, achetaient les billets pendant le confinement, que même actuellement, vous rentrez sur Internet, vous avez, tout le monde, on est beaucoup à suivre cette émission et beaucoup de compatriotes peuvent témoigner, le site d'Internet de l'agence qui est d'un degré d'archaïsme inéquivalent en fait. On ne peut pas comparer une entreprise si importante pour une diaspora si importante dans le monde. Et si on parle que juste entre la France et l'Algérie, vous savez combien de millions d'Algériens habitent de l'autre côté. Donc cette personne, elle est vraiment l'illustration parfaite de ce régime. Hein. C'est un régime qui se moque lui-même de son incapacité. À chaque sortie, on l'a vu avec Tebboune, avec ses représentants, ses ministres, à chaque sortie d'un représentant de ce régime, on voit clairement cette incompétence. On aurait aimé avoir cette personne, ce responsable, devant des spécialistes, devant des gens qui connaissent, en fait, pas devant des journalistes triés, des journalistes qui n'osent même pas poser des questions, ou même des parlementaires que vous savez, l'élection parlementaire, dernière élection parlementaire, l'opposition en Algérie a été choisie. Et donc là, vous me permettez aussi de commenter ce qui a été dit juste avant par Sir Rachid Nekez, quand il mettait le point sur le Hirak. Là, je suis vraiment désolé de lui dire que c'est pas possible de dire ça, surtout venant de vous qui a subi des atrocités, qui a subi des emprisonnements et qu'on a vu. Donc, ce que vous avez déclaré, je ne vais pas aller dans les détails, que vous avez déclaré un moment que vous n'avez pas été, que vous avez été bien accueilli dans la prison, que vous étiez bien traité. Alors juste avant, on a vu des courriers de vos avocats qui disent que, au contraire, vous risquez la mort à cause de non-assistance, à cause des médecins qui viennent pas. Juste après, on entend qu'il y a 7 médecins qui vous ont consulté. Vous faites partie de cette opposition qui était plus ou moins, je ne vais pas dire le mot, mais choisi par le système. Le fait que vous avez été faire votre campagne pour les élections de 2019, alors que le peuple ne croit pas aux élections. Je ne sais pas comment vous croyez à ces élections-là. Et quand vous parlez tout à l'heure de la question que vous étiez posée sur la situation des droits de l'homme en Algérie, vous avez dit aucun mot alors que vous vivez sous contrôle policier tous les jours. Qui est responsable de cette oppression? Qui est le dictateur en Algérie? Est-ce que Tebboune gouverne? Tu le sais très bien, je me permets de tutoyer, donc tu le sais très bien que c'est pas Tebboune qui gouverne, que c'est l'institution militaire avec ses services sécuritaires qui gouverne. Donc il faut nommer. Après, je suis désolé, monsieur Rachid Nekez,
je ne peux pas trop vous en vouloir parce que quand on voit vos différentes positions dernières, je ne vais pas citer, il y en a énormément qui sont en contradiction avec l'esprit. Mohamed Ben Aïssa, on ne va pas faire le procès de Rachid Nekaz, mais il aura le droit de réponse. Vous avez dit des choses, il aura le droit de réponse, Rachid Nekaz, bien sûr. Et je pense aussi qu'il a posé une question sur le projet d'alternative et que le rôle aussi de l'opposition qui est impliqué dans le Hirak. Je pense que c'est des questions aussi légitimes. Rachid Nekaz, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, quand on voit l'incompétence, on a parlé bien sûr de l'incompétence, mais on va faire passer le soundbite 4, si c'est possible. Donc c'est par rapport au limogeage du ministre du Transport, Issa Bekkay. Mais aussi quand on voit l'entretien qu'a fait l'entretien qu'a fait donc le ministre, le PDG d'Air Algérie, on se demande vraiment où va l'Algérie avec ces nouvelles pratiques. Mais on regarde cette vidéo par rapport donc au ministre du Transport, Issa Bekkay. من كييف لا فرونتيير بولونيز يضرب 15 ساعه وانا في قلبي حبيت نقول له باش يطلع في البابور باجي مختار يضرب 20 ساعه في حاله حرب. الناس تقلقت والله غير سيريوزمون، الناس تقلقت يقول لي سي با نورمال 15 ساعه هذه حرب. حنا هنا نشوفهم شاك ماتان ولا شاك روتاسيون نشوف نلقى السيد 20 ساعه يخرجوا على 12 تاع الليل. انا نعرض عليكم ونزيدوا نكملوا في هذا الموضوع. سي كون اورغانيزي سورتي سور التيران راكم كاع حاضرين هنايا، نورغانيزي سورتي وين هنا اون دوا تيتر نومبرو ماناش رايحين نحوسوا ابي نروحوا، ولكن نومبرو اي ماركي لو باساج باسكو الشركه تعاني، الشعب يعاني، اوني كونسيون سا، الشعب راه يعاني، راه في بلادو محقور، او في بلادو محقور باش يروح باش يولي محقور. قلتها كورسيكا ولا الباطو الاخر شوف يعني دي سن نارسينك حقنا. كانوا يقولوا لنا الكوفيد، راني معاك الكوفيد، هذوك واش من كوفيد بقاو زعما صح التيست انتيجينيك ونقولها قدامك اسي سعد، التيست انتيجينيك لما يديروه زعما صح يا سيدي بيبو كيما يقول القاوري خرطي والله لا خرطي. دونك يفو كون باس اوتر شوز اون اكسيون سور التيرا. Jamal Gessoum, des fois quand on dit la vérité, donc la vérité elle blesse avec ce régime. Alors, ça c'était pratiquement une discussion de café, mais permettez-moi de traverser simplement trois sujets qui ont été abordés et sur lesquels je souhaiterais revenir ou venir. Il y a trois sujets qui me paraissent importants. Je vais les traverser au regard des positions qui ont été celles des uns et des autres. Alors, là où je partage l'avis total de Rachid Nekaz, et nous nous connaissons, donc je le salue particulièrement, c'est sur la question de l'opposition et l'inefficience dans son rôle d'opposant et de proposition d'alternative. C'est une chose que je dis depuis plus de 2 ans. C'est une réalité. Rachid Nekaz a tout à fait raison sur ce point-là. Là où il a tort, de mon point de vue, dans les positions qui sont les siennes, tout d'abord, c'est la question du gaz avec l'Europe et la Russie. Je tiens à saluer l'honnêteté intellectuelle de M. Mohamed Ben Aïssa quand il dit, avec ces mots, profiter de cette crise. L'Algérie est un pays qui ne profite pas des crises. Ça, c'est la première des choses. Nous avons des enjeux stratégiques et diplomatiques qui sont bien plus importants que cela. La Russie est un partenaire stratégique de défense, non seulement du Nord-Afrique, mais ça commence à arriver dans les pays subsahariens et on ne change pas la donne. On ne vient pas en opportuniste combler des productions russes au risque d'avoir des relations, je dirais, moins amicales que celles qu'elles sont aujourd'hui. Donc il y a une question de diplomatie, de politique et de diplomatie qui vont au-delà de la question économique. Là aussi où je ne suis pas d'accord avec Rachid et M. Ben Aïssa sur la question du pipeline qui traversait le Maroc et qui allait en Espagne. L'Algérie, toujours est-il qu'elle a fait ce que l'Europe n'a été incapable de faire et de prévoir, si bien qu'elle a 40% de sa consommation qui vient de la Russie. Aujourd'hui, l'Algérie est en mesure, parce que ce qui est important dans cette affaire, c'est que la question de la politique et de la diplomatie avec le Maroc revêt d'une importance bien plus importante que celle du livret du gaz. Ça me paraît tout de même insensé
personnellement, que de mettre quelques, je dirais, milliards de dollars au-dessus des intérêts supérieurs de la nation. Ce serait quelque part vendre la nation. Je n'y souscris pas. Mais je tiens en tout cas à saluer Rachid Nekaz pour son courage, pour ce qu'il a fait. J'avais d'ailleurs appelé, parce que nous nous connaissons, parce que je connais sa bonne foi. Je connais sa bonne foi et j'ai envie de dire continue, mais il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, et en l'occurrence la question stratégique et la question sécuritaire de l'Algérie. Rachid Nekaz. Écoutez, au moins, grâce à vous, c'est Nasser nous dit qu'on peut débattre sans s'insulter, sans s'injurier, comme le mercenaire que nous a envoyé à Amamra il y a 2 jours, où il a injurié ma pauvre maman décédée, Rabbi Arhama, où il nous a menacé de mort avec Abdou Sabah. Donc je suis heureux qu'on puisse discuter, débattre de l'avenir de l'Algérie. Alors, pour répondre à M. Benaïssa, sachez que j'ai écrit 2 livres contre la dictature algérienne. Le premier en juillet 2018 qui s'appelle La dictature de Bouteflika, et le deuxième qui vient de sortir il y a 2 jours et qui s'appelle Mon combat contre la dictature algérienne depuis 2011 aux éditions Max Milo. Donc il est accessible dans toutes les librairies en France et sur Amazon. Donc je connais très bien ce régime-là parce que je le côtoie quotidiennement depuis 2013. Quand je sors de prison et que je remercie les gardiens de prison, c'est la réalité. J'ai très bien été traité par les gardiens de prison, mais c'est le directeur de la prison qui m'a maltraité en refusant, sur instruction de l'ancien ministre de la Justice, le dénommé Balkhassem Zarbati, qui lui a demandé de ne pas me soigner alors que j'avais un début de cancer de la prostate pendant 52 jours. Je n'ai pas eu droit à des soins. Et c'est grâce à mes avocats qui ont alerté l'opinion publique nationale et internationale et qui ont déposé des plaintes contre le ministre et contre le directeur de la prison de Koléa que les choses ont changé et que j'ai eu le droit au passage d'une commission médicale de 7 médecins. Je suis un homme politique. Je dis la vérité. Je ne suis pas un populiste. Je ne vais pas dire des choses pour avoir des j'aime sur Facebook ou sur YouTube. Mais je suis le seul opposant politique en Algérie qui a publié 2 livres en étant en Algérie. Rachid Nekaz, est-ce que vous êtes... Pas à Paris, en Algérie, dans tout Douar. Rachid Nekaz, est-ce que vous êtes toujours sous contrôle judiciaire? Alors, j'ai 15 policiers H24, donc 24 heures sur 24 devant la maison. Je n'ai pas le droit de sortir de mon village, sauf pour aller voir un juge ou pour aller à un tribunal, ou récemment pour aller voir un médecin parce que j'ai un début de cancer de la prostate que je soigne à Chlef parce que je n'ai pas le droit d'aller à Alger, je n'ai pas le droit de sortir d'Algérie, donc ça fait 28 mois que je n'ai pas vu ni ma femme ni mon fils. Mes affaires sont en train de couler aux États-Unis et en Europe, et quand vous allez lire le livre, vous allez découvrir des horreurs sur ce qui m'arrive en Algérie et en France. Qui en est responsable, Rachid Nekaz? Qui en est responsable de tout ce que vous venez de dire? On vous prive de votre liberté, on ne vous laisse pas donc se soigner comme il faut. Qui est responsable, Rachid Nekaz? C'est une évidence. Mes avocats, Maître Yassine Khalifi et Maître Shohra Abdelkader, depuis 2 ans et demi, ont déposé 30 plaintes devant les tribunaux algériens. 30 plaintes. Ça va de la plainte contre Ahmed Gaïd Salah, Ben Guerina, Zarmati. Là, récemment, on a une plainte contre l'Amamra, contre les mercenaires du régime. Le premier responsable, comme l'a si bien dit Sidjan Belgessoum, c'est le président de la République. Car le président de la République m'a libéré provisoirement de prison le 19 février 2021, mais il était incapable de m'autoriser à quitter l'Algérie pour faire des allers-retours comme je le faisais tranquillement de 2013 à 2019. Et le deuxième responsable, c'est évidemment l'institution militaire algérienne. Quand on voit qu'un monsieur qui est un des porte-parole de l'institution sécuritaire et militaire, qui s'appelle Ali Zawi, qui se permet de m'injurier publiquement et de me menacer de mort, ainsi que Abdou Samar, et que personne ne fait rien, et on l'a bien vu,
Ce monsieur Ali Zaouí, donc, est un mercenaire de monsieur Lamamra, mais il est aussi porte-parole de l'institution militaire. Donc, les deux principaux responsables de ma situation et de la détention des 331 détenus politiques en Algérie, c'était à l'évidence le président de la République et l'institution militaire. Mais encore une fois, ça nous le savons tous. Très bien. Mais allez, c'est Rachid. Juste pour vous dire que vous êtes, c'est Rachid. Juste pour vous dire que vous êtes responsable donc par rapport à vos paroles, par rapport à cette personne, Monsieur Zaouí, vous avez donc mentionné. Vous êtes responsable et bien sûr qu'il a le droit de réponse par rapport à ça. Juste pour rappeler donc ce droit. Rachid Nekez, il était d'accord. Je vais vous donner la parole à Rachid Nekez. Jamal Ghessoum, il était d'accord par rapport à vous, mais il n'était pas d'accord sur un point concernant donc ce pipeline ou ce gazoduc GME Maghreb-Europe. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Lui, il avance bien sûr la question de sécurité de notre pays et on ne joue pas avec ça, il a dit. Quelle est votre réponse par rapport à ça, Rachid Nekez? Très bien. Donc, en deux temps. D'abord, par rapport à Ali Zaouí, nous avons déposé deux plaintes, le 8 mars et le 9 mars. La première dans la wilaya de Chelf et la deuxième donc, dans la wilaya d'Alger, donc toujours par les avocats Maître Yassine Khalifi et Maître Chouara Abdelkader. Concernant la question du Maroc, je vais être très très clair avec vous. Napoléon nous a appris une chose très importante. Un État doit pratiquer la politique de sa géographie. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le Maroc sera éternellement notre voisin. Donc, évidence géographique. Maintenant, au niveau des partenariats militaires, est-ce que vous savez que l'Algérie n'a aucune alliance militaire avec qui que ce soit? Ni avec la France, ni avec l'Espagne, ni avec l'Italie, ni avec la Russie, à qui nous achetons 90% de notre armement. Ce qui veut dire que si demain, la France nous envahit, par exemple, la Russie ne viendra pas nous aider. L'Algérie est exactement, sur le plan géostratégique, dans la même situation que l'Ukraine. L'Ukraine ne fait partie d'aucune alliance militaire stratégique. Elle ne fait pas partie de l'OTAN et elle ne fait pas partie de l'axe militaire russe. C'est la raison pour laquelle elle est totalement isolée aujourd'hui. Donc si demain la France envahit l'Algérie, il n'y aura personne pour nous aider, ni militairement, ni politiquement, ni économiquement. Pour moi, je n'ai pas oublié la leçon de Napoléon. Je le dis et je vous le redis. L'Algérie est condamnée avec le Maroc, avec la Tunisie et accessoirement avec la Mauritanie et la Libye à s'entendre comme les 27 pays européens. Vous avez bien vu, les 27 pays européens, malgré l'union économique, malgré l'union douanière, malgré l'union financière, a été incapable de venir en aide à l'Ukraine. Et on parle bien de 27 pays. Donc comment voulez-vous que l'Algérie puisse assurer sa sécurité si elle n'est pas dans une stratégie d'alliance militaire, politique, économique et financière avec le Maroc, avec la Tunisie, avec la Libye et avec la Mauritanie. Rachid Nekez, très rapidement, en un seul mot, je dois donner la parole au professeur Mahmoud Snehadji. Vous avez dit que vous avez déposé plusieurs plaintes. Est-ce que vraiment, Rachid Nekez, vous croyez en vous-même qu'il y a cette liberté ou transparence de justice en Algérie? Je vais être clair et je l'ai toujours été. L'Algérie est un régime autoritaire et un régime dictatorial. Mon livre est très clair. Mon combat contre la dictature algérienne. Donc il n'y a aucune équivoque possible. Mais je reste un homme politique. Donc je suis obligé d'utiliser les petites failles du système algérien pour essayer d'apporter un peu d'espoir à 45 millions d'Algériens. Et juste un petit mot, si vous permettez. Pourquoi j'ai déposé 30 plaintes en Algérie? Pour une raison très simple. C'est que les conventions internationales disent la chose suivante. On ne peut pas saisir les tribunaux à l'étranger tant qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours dans notre pays d'origine. Donc, je vous donne un exemple. Nous avons déposé plainte contre l'ancien ministre de la Justice, Belkacem Zarmati, pour torture, usurpation de fonctions ministérielles, abus de pouvoir, etc.
La plainte a été refusée à Alger, donc maintenant, nous pouvons déposer plainte contre ce dénommé Belkacem Zermati en Espagne, au nom de la loi de la compétence universelle. Très bien. Ensuite à la Haye, ensuite à l'ONU. Donc il y a des règles à respecter. Je suis un opposant, mais je suis aussi Restez avec nous. Restez avec nous, Rachid Nekaz. C'est Mahmoud Senhadji, pardon. Professeur Senhadji, comment vous voyez les choses évoluer en Algérie, bien sûr avec la nouvelle donne, cette crise de l'Ukraine, la flambée des prix des hydrocarbures, une situation bien sûr qui est explosive, si on peut dire, socialement, mais aussi politiquement et économiquement. Comment vous voyez les choses évoluer, mais aussi quelles perspectives, quelles solutions pour notre pays? Moi, sincèrement, je continue toujours d'analyser la réalité politique en Algérie à l'intérieur de la vision coloniale, comme je vous l'ai dit. Pour moi, le même regard colonial porté par le colon sur l'Algérien reste identique à celui porté par le militaire ou bien par l'Algérie des généraux sur l'Algérien lui-même. Dans la première équation coloniale, le but, c'était la non-égalité politique. Le peuple était exclu du pouvoir. C'est la même réalité politique aujourd'hui. La seule hantise pour ce pouvoir, c'est de trouver devant lui une force sociale organisée, c'est-à-dire le peuple. Il y a des pouvoirs en Algérie. Il y a des clans qui s'entretuent, tout. Mais ils sont d'accord sur une seule chose. Tout sauf le peuple. Donc nous sommes devant une réalité que moi je qualifie comme étant une réalité coloniale. Nous sommes face à une force d'occupation. Si j'utilise le mot dictature, moi je l'ai toujours refusé dans le sens où la dictature avait toujours derrière eux un parti, une force organisée qui utilise l'oppression avec les adversaires. Chez nous, on n'a même pas un pouvoir réel, on a un pouvoir invisible qu'on n'arrive même pas à définir. Et c'est ça qui explique l'impasse politique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de 2019? Il y a une nouvelle donne dans le sens où pour la première fois dans l'histoire d'Algérie, la contestation, elle est démocratique et elle est populaire. C'est ça qui donne réellement à ce hirak politique. Et quand, professeur Senhadji, désolé, je vous ai interrompu, quand il dit, Rachid Nekaz, que ce mouvement populaire ou ce hirak a failli, si on peut dire, à proposer une solution ou un projet d'alternative. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire ça, ou bien au contraire, le régime a tout fait? Allez-y, tfadal, professeur. Si on utilise le mot l'impasse politique, comment expliquer qu'à chaque crise, 88, 90, 2000 et 2019, à chaque crise, le pouvoir se ressource et on est face à une impasse politique? Ça veut dire que l'ensemble des organisations politiques qui existaient sont domestiquées, ils sont à l'intérieur du giron politique. Donc il y a une mainmise des services de sécurité et du pouvoir sur la société, sur les médias et tout. Et c'est ça qui explique l'impasse. Maintenant, concernant le hirak populaire, il a donné au peuple algérien quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire d'Algérie. Avant 2019, l'Algérien se niait dans son algérianité. Le peuple algérien était presque divers et épars. Le hirak, qu'est-ce qu'il a donné? La chose la plus merveilleuse. Il sait le soulèvement, qu'est-ce qu'il porte en lui? La beauté d'un peuple qui sort dans la rue pour dire nous sommes un peuple. Pour la première fois, l'unité du peuple algérien et de l'Algérie s'est retrouvée dans ce hirak. Et le hirak, qu'est-ce qu'il a démontré? Pour la première fois, le peuple algérien, il a reconnu en lui-même l'origine du mal. D'où venait et d'où vient ce problème politique? En 62, il désigne la date fondatrice de son problème, qui est 62. Le 62, c'est quoi? C'est la même mise définitive de l'armée des frontières sur le pouvoir algérien. Donc, voici le hirak qu'il a donné. L'unité du peuple algérien. Il a donné, en définissant la nature du mal et la nature réellement de ce pouvoir, que l'origine du mal est en 62 et ce pouvoir est illégitime, et puisque c'est en 62, donc automatiquement, c'est comme si pour moi l'impasse,
sur le plan mathématique, c'est quoi une impasse? C'est-à-dire que la sortie, l'entrée, elle tient lieu de sortie. Donc il faut revenir en 62. Donc il faut refonder le pouvoir sur la légitimité populaire. S'il y a des gens en prison, si M. Rachid Negaz était en prison, pourquoi? Dans un pays où la souveraineté populaire est exclue de la vie politique, je le dis à tous les Algériens, personne n'est à l'abri ni de l'emprisonnement, ni de la torture. Très bien. Parce que la souveraineté populaire est exclue de la vie politique. Et ça, c'est pas aujourd'hui qui a été dit. Ça, c'est Bachir Hadjani qui le dit dans l'arbitraire. Depuis quand les prisons algériennes sont vides? Depuis quand le désespoir en Algérie? Depuis 63, nous vivons ce calvaire, les gens en prison, les assassinats, les crimes de masse. Pour moi, ce pouvoir, attendez une minute, ce pouvoir représente un danger réel pour la cohésion sociale, pour la pérennité de l'Algérie comme un pays uni. En 1930... Très rapidement, professeur, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. 10 secondes, s'il vous plaît. Maurice Violette, il a écrit « L'Algérie vivra-t-elle » en parlant de l'Algérie coloniale parce qu'il voyait dans les colons un véritable problème pour l'égalité politique. Moi, je dirais la même chose. Face à ce pouvoir qui fait la guerre à la société, face à ce pouvoir qui détruit constamment la structure sociale, le tissu social, qui s'oppose à toute renaissance du peuple algérien. Merci. Nous sommes face à un véritable danger. Merci, professeur. Merci, professeur Mahmoud Senhadji. Désolé, parce que le temps nous presse. Je vais donner la parole à Djemal Gessoum. Après Rachid Nekazi, je vais terminer cette émission avec vous, Mohamed Ben Issa. Très rapidement, Djemal Gessoum, quand vous entendez professeur Mahmoud Senhadji dire que ce pouvoir représente un danger pour la nation, pour le peuple algérien, qu'est-ce que vous avez à répondre très rapidement, Djemal Gessoum? Eh bien, écoutez, j'ai bénéficié de la lecture du livre d'Émile Zola, Germinal. Bon, écoutez, en tout cas, ça a été un livre très, très synthétique. Il faut garder la raison, agir avec sagesse et être un fin analyste, non pas simplement politique, mais avoir une vision sociale de l'Algérie. Écoutez, heureusement que je n'ai pas de mouchoir, parce que sinon je me serais mis à pleurer. Il faut rester raisonnable. Il faut absolument rester... 1930, 33, 1962, moi je suis né en 67 près de Marseille. Donc je vais rester dans mon époque. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des enjeux sécuritaires très importants. Moi je suis opposé à l'idée même de réouvrir un jour la frontière avec le Maroc. Non pas par rapport à nos frères marocains, mais parce qu'on n'amène pas l'Israël, peut-être que ça ne gêne pas vos invités, mais on amène les militaires israéliens à côté de la frontière algérienne. Moi ça me gêne en tant qu'Algérien. Ça ne gêne personne d'autre, tant mieux. Moi, j'ai simplement envie de dire que nous devrons travailler ensemble, nous devrons construire ensemble, quelles que soient nos opinions et nos options, que ce soit avec Rachid Nekaz, pour qui j'ai un très grand respect. Je diverge beaucoup avec lui. Alors, M. Bounaïssa qui disait profiter de cette crise, moi, je suis très gêné. Donc, avançons. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. La sécurité des Algériens, c'est la première, avant même de manger. Ensuite, ouvrons un espace. Rachid a eu raison de dire qu'il n'y avait pas d'opposition, en tout cas pas de maturité politique pour faire qu'il y ait une réelle représentation. C'est ce que je dis depuis 2 ans. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il a tout à fait raison sur le sujet. Et c'est bien le grand mal de ce que le Hirak n'a pas. Merci Djemal Gessoum. Merci à vous. Rachid Nekaz, à vous la parole. Travaillons ensemble, il est en train de dire Djemal Gessoum, et la question qui se pose, il s'impose, travailler avec qui quand on a un régime qui fait barrage à toute initiative qui vient du peuple? Vous savez, si Djemal Gessoum n'aime pas l'histoire, malheureusement je suis historien, donc je vais reprendre une référence historique chère aussi au professeur Senhadji. Vous savez, les Mamelouks, c'est une dynastie d'esclaves qui a dirigé, gouverné, spolié l'Égypte pendant 3 siècles. 3 siècles. Si nous continuons dans cette radicalité en Algérie, d'un côté le régime, de l'autre le peuple, ce régime va continuer à se comporter comme un régime mamelouk, c'est-à-dire, tant qu'il y a du gaz et du pétrole, il va rester au pouvoir
et il n'a besoin de personne, je dis bien de personne, pour continuer à diriger l'Algérie. Il a juste besoin de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Elle est où cette radicalité du peuple, Rachid Nekaz? Elle est où cette radicalité du peuple alors que depuis 2019, on a constaté un peuple qui a mené sa révolution pacifiquement. Il a lui-même les autres nations, en le voyant marcher pendant des semaines et des semaines sans aucun problème. Même, il y a eu des personnalités qui ont dit que s'il y avait un prix Nobel qui était octroyé au peuple, le peuple algérien l'aurait amené. Rachid Nekaz. Sénat Johnny, vous savez très bien que ceux qui ont initié le Hirak, ce sont les militants de mon mouvement lors de ma déclaration de candidature à partir du 23 janvier 2019. Jamais depuis 62, surtout depuis le fils, on a vu des dizaines de milliers de jeunes faire confiance à un homme politique dans le cadre de sa campagne électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était le vrai sens, le vrai message du Hirak, c'est-à-dire croire à une alternance pacifique au pouvoir. Malheureusement, le régime a allumé et profité du Hirak. Il l'a allumé quand il en avait besoin et l'a éteint quand il n'en avait pas besoin. Le problème qu'il y a eu, c'est quoi? Quand vous voyez des centaines de milliers de personnes qui disent « Itnahaou guerre », ça veut dire quoi « Itnahaou guerre » Ça veut dire qu'on va vous éliminer de votre poste politique ou militaire et on va vous juger, on va vous mettre en prison. Aucun pouvoir au monde n'accepte de se voir déloger du pouvoir. On a vu ce qui s'est passé le 1er février 2021 en Birmanie. Les militaires ont dit aux civils, si vous faites passer une loi pour imposer la retraite aux militaires à 65 ans, on va faire un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État. Donc si on ne met pas fin à la radicalité du discours, le régime algérien va rester 3 siècles comme il est resté en Égypte, 3 siècles. Donc moi je propose qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve un modus vivendi afin que chacun de nous sorte de cette crise la tête haute. Merci voilà Rachid Nekaz. Merci Rachid Nekaz. Mais sur Itnahaouga, je pense que les Algériens étaient très clairs. Le message était pour les gens qui étaient corrompus, bien sûr, les gens qui ont profité pour dilapider les richesses de notre pays. Le dernier mot, parce que le temps nous presse, Mohamed Ben Issa, vous avez entendu donc Jamal Gessoum, Rachid Nekaz, à vous la parole. Très rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, les deux personnes, bien sûr, on n'est pas là pour les agresser ou pour... Depuis le Hirak, on a tous appris à discuter, à débattre et même à se disputer d'une manière conviviale et respectueuse. Les deux sont des pro-régime, en fait, du pro-régime à des degrés, de façon différente. Monsieur Gessoum, on le sait, on connaît très bien ses prises de position. Parce que j'ai pas le temps de leur redonner la parole. J'ai pas le temps de leur redonner la parole. Et j'aimerais écouter votre avis par rapport donc à comment on peut sortir de cette situation. C'est un constat qu'ils ont avancé, que ce soit monsieur Jamal Gessoum ou Rachid Nekaz, qu'on doit respecter, mais on n'a pas le temps de leur donner la parole parce que si ça devient personnel, c'est Mohamed. Je comprends, c'est pas personnel, mais c'est juste quand on parle de l'opposition. En fait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'ironies qui ont été avancées. En fait, on peut pas dire que c'est les slogans du peuple algérien du Hirak qui étaient faux et même on peut pas dire que le régime, c'est lui qui a allumé le Hirak, et on peut pas s'octroyer le mouvement populaire alors que au moment on se présente aux élections, à une élection qui a été refusée par le peuple. On peut pas en fait parler de l'opposition et mettre tout sur le dos de l'opposition sans orienter nos critiques vers le régime qui bloque tout en fait. En ce moment, on peut plus s'exprimer en Algérie. C'est ça le rôle de l'opposition politique, c'est de libérer le champ politique. On ne peut jamais avoir une opposition et certains, et vous deux invités, ont vécu à l'étranger. On ne peut pas imaginer un changement politique sans le minimum des libertés politiques individuelles. Merci. En Algérie, un seul mot vous coûte maintenant d'être qualifié comme terroriste. De quelle liberté, de quel changement et de quelle responsabilité ce peuple-là peut être responsable? Le peuple n'est pas responsable. C'est vrai que l'opposition a une responsabilité, mais Rachid Nekaz fait partie de cette opposition qui n'arrive pas à produire une vraie alternative.
Yatek Sahasi Mohamed, désolé, le temps de l'émission est terminé. On a dépassé même le temps de l'émission. Yatekoum Saha, merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Merci Rachid Nekez, Yatek Saha, président du mouvement de la jeunesse et du changement, donc qui est avec nous depuis Alger via Skype. Merci à vous Jamal Gessoum, président de l'Institut national de formation et de médiation, qui est avec nous depuis Paris. Merci à vous, professeur Mahmoud Senhadji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Et merci à vous, Mohamed Ben Issa, militant politique, qui était avec nous depuis Paris. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qawa ala khair.